Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Françoise Kettmans. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Molenbeek et puis députée fédérale. Alors cet après-midi, vous êtes en commission lutte contre le terrorisme. Vous recevrez Amnesty International. Son affirmation, la Belgique menace les droits de l'homme dans sa lutte contre le terrorisme. Alors ça interpelle. Réaction? Oui, d'ailleurs Amnesty était venu à Molenbeek-Saint-Jean pour m'interroger. Je ne suis pas d'accord avec l'avis d'Amnesty sur la situation en Belgique parce que nous prenons quand même toutes nos précautions par rapport à la garantie des libertés. Et dans le cadre justement de la commission terrorisme, il y a eu de nombreuses auditions qui se sont faites et les mesures qui ont été prises sont des mesures tout à fait judicieuse, à savoir les perquisitions 24 heures sur 24, le fait que l'on puisse connaître le nom des individus, des personnes qui se déplacent dans les transports, que ce soit avion, train ou autobus, le fait qu'aujourd'hui il n'y ait plus d'anonymat sur les cartes, ça me semble tout à fait essentiel pour justement être bien informé et pouvoir lutter avec efficacité contre le radicalisme et le terrorisme. Amnesty dénonce le fait qu'il y a eu un peu de précipitation dans la prise de certaines décisions, qu'il n'y a pas vraiment eu de débat, par exemple, sur la conservation des données. Nous avons procédé à de nombreuses auditions au Parlement et au contraire, je dirais que certains s'impatientent en disant cette commission sur le terrorisme, elle prend beaucoup de temps pour atterrir par rapport à des dossiers qui sont aussi essentiels que la garde à vue, puisqu'il n'y a toujours pas d'accord quant à savoir si la garde à vue peut être portée à 72 heures alors que des auditions se sont faites. Ouais, là, il y a effectivement différents points de vue. Une des critiques porte sur les entreprises de télécommunications qui doivent conserver pendant 1 an les données de leurs clients et pouvoir les transmettre aux autorités publiques. On dit là, il y a quand même un problème de protection de la vie privée. Non, parce qu'il y a des barrières qui sont mises, évidemment, et vraiment, ce que nous voulons, c'est lutter contre le terrorisme, contre le radicalisme. On a face à nous des organisations qui sont à la pointe justement de toutes les méthodes pour pouvoir casser la démocratie dans notre pays. Alors, soyons aussi suffisamment armés, je dirais, ayons les instruments pour lutter contre ces organisations. Quoi, vous balayez d'un revers de la main alors toutes les critiques d'Amnesty par rapport aux craintes? Oui, absolument. Je pense qu'ils ont été trop loin dans leur critique par rapport aux mesures qui sont prises en Belgique. Vraiment, la Belgique, c'est un pays démocratique qui a toujours eu à cœur de défendre les libertés individuelles. Et donc, moi, je suis convaincue que les mesures qui sont prises ne portent nullement atteinte à cette garantie. Alors, une mesure que vous voulez voir arriver et que vous aviez défendue ici longuement sur le plateau en novembre, c'est la possibilité pour les bourgmestres de fermer certains lieux lorsqu'on y suspecte du radicalisme. Est-ce que ça a avancé là-dessus? Non. Alors, c'est vrai qu'il y a un avis du Conseil d'État qui est revenu, qui est relativement critique par rapport à cette possibilité. Malgré tout, pour moi, cette compétence qui est donnée au bourgmestre, ce n'est pas la solution, mais je pense qu'il faut nécessairement pouvoir mettre entre parenthèses ces lieux de radicalisme, mais après il y a une enquête, les individus concernés sont interrogés et il faut que le judiciaire évidemment prenne la main. Mais si ça n'avance pas, c'est pourquoi vous n'êtes pas suivi par votre parti là-dessus? Si, absolument. Le mouvement réformateur soutient cette initiative, mais il y a des partis qui considèrent qu'on va trop loin, que c'est mettre aussi une trop grande responsabilité sur les épaules des bourgmestres. C'est vrai, mais alors c'est au judiciaire à faire le nécessaire pour prendre la main sur ces dossiers. On voit des lieux où il y a des activités qui sont vraiment suspectes. Et nous considérons que pour assurer l'ordre public, comme nous le faisons pour des lieux où il y a de la drogue, du trafic d'armes, des êtres humains, nous pouvons fermer ces lieux. Je pense aussi qu'on doit pouvoir le faire pour le radicalisme, mais c'est évidemment à la police fédérale, c'est au judiciaire à prendre la main très rapidement. Alors, il y a un livre sur votre commune qui vient de sortir, intitulé Molenbeek sur Djihad. Alors, on a reçu les 2 journalistes qui sont auteurs de ce livre cette semaine. On les a interrogés, notamment sur ce titre qui est un peu provocateur. Oui. Ils l'assument et puis se défendent de vouloir stigmatiser la commune. Je vous propose de les écouter.
Molenbeek sont partis à peu près 80 jeunes djihadistes qui sont allés en Syrie. Donc c'est une commune bruxelloise qui a un taux d'envoi, je dirais, de djihadistes vers la Syrie et l'Irak qui est très importante. Ouais, donc pardon, je trouve le titre légitime, mais il mérite des nuances, évidemment. Et il ne s'agit pas de tous les Molenbeekois, bien évidemment. Et le livre, celui qui le lira, il va comprendre qu'il s'agit de quelques fratries, de quelques clans, de quelques jeunes qui ont été happés par cette idéologie djihadiste. Voilà, alors Oui. Molenbeek sur djihad, votre réaction? Mais c'est une appellation qui veut faire vendre le livre, notamment en France, puisque c'est un éditeur français, et que malheureusement, Molenbeek, c'est devenu un petit peu une appellation comme il y avait Harlem ou le Bronx dans le passé. Mais le livre est beaucoup plus, je dirais, plus intéressant dans la mesure où ce sont des témoignages, des ressentis auprès de la population molenbeekoise. Et donc, il apporte une image plus nuancée de tous ces événements et de tout ce qu'on a vécu aussi depuis de nombreuses années dans cette commune. Est-ce qu'il apporte quelque chose dans la volonté de comprendre ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là? Oui, parce que c'est un livre de témoignages. Ce n'est pas un livre qui se veut scientifique. Et c'est important, justement, pour ceux qui ne connaissent pas Molenbeek, de pouvoir prendre connaissance du vécu des personnes qui sont interrogées et aussi de tous les événements que l'on connaît à Molenbeek. Et ça montre aussi qu'à Molenbeek, il y a cette volonté aussi de dépasser ces événements dramatiques, qu'il y a une solidarité, qu'il y a aussi beaucoup de cordialité dans les quartiers. Et ce sont des aspects qui sont mis également en évidence à travers ce bouquin. Oui, alors avec ce livre-là, puis il y en aura peut-être d'autres, parce qu'il y a vraiment une volonté de comprendre ce qui s'est passé. C'est un peu difficile pour votre commune de tourner la page. On voit aussi qu'il y a eu des perquisitions samedi soir rue de l'Aunois, rue qui avait déjà été sous les projecteurs. Comment est-ce qu'on vit ça ? Alors des perquisitions, c'est vrai, et des opérations, il y en a eu beaucoup, à Molenbeek, mais aussi dans d'autres communes. Je pense notamment à Schaerbeek, à Laken. Alors c'est toujours compliqué, mais je dis au-delà de tous ces événements dramatiques, de ces opérations de sécurité, on a aussi senti dans les quartiers de Molenbeek cette volonté de justement dépasser. Et par les événements que nous organisons, par les rencontres qui se font avec les jeunes, par les activités culturelles qui sont menées, eh bien, on montre qu'il y a au contraire cette volonté de dépasser les événements, de se projeter vers l'avenir et de construire, et de manière positive. Et je dis, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le déni à Molenbeek. Plus personne ne peut être dans le déni, plus personne ne peut être dans l'indifférence. Et on a changé la façon de fonctionner ? Oui, nécessairement, nous devons construire. Alors, le fait qu'on ait maintenant des programmes, notamment des programmes de prévention qui accompagnent les jeunes, qui se développent dans les écoles auprès des acteurs, fait que cette question de la radicalisation, eh bien, elle est mieux cernée qu'elle ne l'était par le passé. Il y a 15 jours, votre police, enfin la police de la zone ouest, le service intervention s'était porté pâle successivement. C'était une sorte de grève déguisée. Il y a eu un accord ensuite avec les syndicats. On a promis des arrivées de renforts. Est-ce que tout ça se met en place ? Oui. Alors, donc, dans le cadre du plan Canal, nous avions la promesse de 50 policiers. Nous n'avons jamais eu 50 policiers. Le nombre a varié entre 34 et 48. Alors ces policiers ils viennent soutenir les divisions, la police de proximité, mais évidemment ils repartent aussi. Donc ce n'est pas une solution à long terme. Nous avons aussi eu la possibilité maintenant d'engager 10 policiers, mais là c'est pour un long terme. Et donc ils vont nécessairement renforcer les zones de proximité et nos policiers pourront partir dans l'intervention. L'intervention se plaignait d'avoir une trop grande pression de travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations, de mesures qui sont prises pour lutter contre la délinquance, mais nos policiers de quartier aussi sont soumis à pression. C'est une période particulièrement difficile et je peux vous assurer que nous reconnaissons que, évidemment, les bourgmestres de la zone, le chef de corps reconnaissent le travail qui est réalisé par nos policiers. Nous en sommes tout à fait conscients, mais voilà.
Mais quand on voit la forme, le fait de se mettre sur certificat médical, on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a peut-être un manque d'écoute de la part du chef de corps. Est-ce que vous avez cette impression-là? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment un chef de corps qui a mené un travail extrêmement efficace depuis des années. Et encore, je dirais, j'ai appris à mieux le connaître suite à tous ces événements que nous avons connus sur Molenbeek. Mais Bruxelles-Ouest, c'est une zone de police qui est compliquée parce qu'elle n'a pas suffisamment d'effectifs, malgré le fait que les communes fassent un effort, puisque nous avons augmenté la dotation de près de 6% en 5 ans, mais la dotation fédérale est toujours restée à l'identique alors que la population a sensiblement augmenté. Et au niveau maintenant des dotations que nous recevons de la région, eh bien, nous constatons que la zone de Bruxelles-Ouest est toujours la zone de police qui est la moins bien financée tant par le fédéral que par la région. Donc là, il y a un véritable problème. C'est pour ça que nous avons les contacts pour dire qu'il faut nécessairement revoir ces critères de dotation. Ce n'est pas normal qu'une zone comme la nôtre, qui est la 5e la plus peuplée de toute la Belgique, reçoive aussi peu de moyens. Alors le chef de corps arrive en fin de mandat au mois de juin. Il continuera ? Voilà, il n'a pas sollicité un nouveau mandat, donc nécessairement il y a un nouveau chef de corps qui sera engagé. On sait déjà qui ? Non. Les auditions vont se faire dans les semaines qui suivent. Alors, il y a une réforme au niveau régional qui est annoncée par le ministre-président Rudy Vervoort sur les élus. On dit en 2024, il faudrait choisir soit 100% bourgmestre, soit 100% député. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Ma commune, de toute façon. Ça, c'est vraiment une bonne idée l'engagement de ma vie politique. Mais je pense que c'est à discuter. C'est vrai qu'une fonction de bourgmestre prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Maintenant, moi, j'ai pu aussi utiliser ma connaissance locale pour l'apporter dans des débats régionaux. Il y a quelques années, enfin il y a ça près de 15 ans, le parcours d'intégration que j'avais proposé au Parlement bruxellois, c'était sur base du vécu que j'avais sur le plan local. Aujourd'hui, au niveau fédéral, j'interviens beaucoup dans la commission intérieure par rapport à ces difficultés de sécurité et de police. J'interviens dans la commission terrorisme parce que j'ai cette connaissance. Donc, garder ce lien, c'est aussi important. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnel politique en Belgique d'une façon générale et aussi à Bruxelles. Et si des efforts devraient être faits, je pense qu'il faut moins d'échevins dans les communes. Les conseillers communaux, ça peut être une diminution. Voilà, les conseillers communaux, par contre, c'est très important. Je crois que vraiment, là, les conseillers communaux, ils sont nombreux, mais ils ont un travail justement de reconnaissance qui est très important. Il nous reste vraiment 10 secondes, puisqu'on parle des élections. 2018 se profile à l'horizon. Chez vous, est-ce qu'on est en ordre de bataille? Comment ça va se passer à Molenbeek? Alors, je peux vous assurer qu'on s'y prépare pleinement. Moi, je présenterai une liste de la bourgmestre et sur cette liste, eh bien, il y aura évidemment ceux qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui, mais aussi cette liste est ouverte à d'autres partis politiques ainsi qu'à des indépendants et à la diversité. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'émission Les Experts, les invités seront Hamza Fassifiri et Sarah Turine. Bon week-end à tous.